Polysécure, épisode spécial. Je suis Copé de Davy. Comment vas-tu? Très bien, merci de m'accueillir à nouveau en cette période mouvementée. On va pouvoir échanger. Beaucoup de fluctuations, oui. La dernière fois, on avait parlé de la souveraineté numérique essentiellement. Comme quoi la situation géopolitique américaine change beaucoup cette situation-là. Et une conséquence de cet élément-là, c'est est-ce que l'Internet mondial existe encore ou a-t-il déjà vraiment existé? On va partir sur ça et on va voir où ça va nous mener. Ouais, comme tu le dis très bien, c'est en rebond avec le sujet de la souveraineté qui est pas un sujet tout neuf, comme celui d'Internet, puisque c'est des concepts, des concepts avec lesquels nous on doit jouer dans nos responsabilités professionnelles, d'amener cette conscience aux clients de qu'est-ce que c'est, quels sont les risques, quels sont les usages. Mais effectivement, comme tu l'as très bien rappelé, on est en 2025 et 2025, je sais pas pour vous, mais ça prend pas du tout la tête qu'on avait prévu. C'est assez surprenant, ça déstabilise beaucoup de choses. Nos amis ennemis américains ont décidé de changer les règles du jeu mondialement et ce de façon assez, je dirais, déconcertante. Je crois que c'est le terme le plus synthétique qu'on puisse trouver. De façon surprenante, y a-t-il une rationalité là-dedans? Peut-être. Mais en tout cas, il faut qu'on s'adapte. Et il y a des scénarios effectivement peu probables qui commencent à devenir probables. Donc on avait soulevé avec la souveraineté l'idée que les outils qu'on utilise appartiennent forcément à quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre peut ne pas nous être forcément toujours bénéfique. Et Internet fait partie de ces outils, de ces solutions qui ont l'air toutes bêtes, mais qui sont aujourd'hui en train d'être remis en cause. Alors, c'est tout bête, je sais pas pour toi, mais je connais plein de gens autour de moi qui savent pas dire ce que c'est que vraiment Internet. C'est-à-dire que si tu prends quelqu'un qui est dans l'informatique, qui fait du réseau, il te dira c'est le réseau des réseaux, etc. Ok. Mais pour le kidam, pour les gens qui nous écoutent, sont peut-être pas forcément très techniques. Internet, c'est un réseau, comme si en fait Internet existait sous la forme de data center qui nous délivre les services. En fait, c'est Internet, c'est l'interconnexion des réseaux privés avec des règles de routage et de recherche qui permettent d'accéder aux ressources privées. Quand vous allez sur des sites de vente en ligne bien connus, on va essayer de pas donner des noms, ou des sites de streaming, etc. En fait, ce qu'on s'aperçoit pas, c'est qu'on va sur une architecture privée. C'est-à-dire des serveurs, du réseau, du stockage qui appartient à une entreprise qui nous délivre un service de vidéo, de votre produit à vendre en ligne, etc. Et Internet, c'est l'usage d'un réseau intermédiaire qui nous amène de notre navigateur Internet à nous, chez nous, à cette infrastructure privée et qui aujourd'hui a été modélisée sous l'idée, on parle des autoroutes de l'information, ce mythe qui est initialement intéressant, qui était de mettre en relation les êtres humains de la planète. Il y a un sociologue, c'est David Le Breton, qui a fait un bouquin sur le village planétaire, cette idée d'être plus près les uns des autres parce qu'avec Internet, les distances sont réduites, voire abstraites, et qu'on peut communiquer avec des gens à côté de chez nous comme des gens de l'autre côté de la planète, et par le biais de la technologie. Et pendant longtemps, l'existence de ce réseau Internet a été, je dirais, la mission des États, c'est-à-dire des gouvernements comme une idée de bien commun. Alors là encore, souvent, on a tendance à croire que ce qu'on vit est tout à fait naturel et qu'il n'y a pas de réflexion là-dedans, mais si. Le bien commun d'un État, ça veut dire qu'un État décide que cet élément-là, ce sujet-là doit être suffisamment important pour les citoyens de ce pays, et donc il s'engage activement par des décisions politiques, des décisions stratégiques, des investissements financiers ou le soutien d'entreprises privées dans ces domaines-là. C'est ça que ça veut dire quand un État s'engage. Et donc, pour l'anecdote, DARPANET, c'est Bill Clinton qui tombe dessus, qui dit c'est génial, il faut le mettre en public pour tout le monde, on y va. Je comprends l'idée, je comprends l'enthousiasme, on voit la vision. Au-delà du fait de la stratégie financière et technologique qui disent regardez, c'est les Américains qui vous l'amènent. En France, on a eu un concurrent, alors ça fait beaucoup rire les Français, mais en France, on avait le Minitel qui a été un fiasco qui n'a pas fonctionné au sens international du terme, qui n'a pas su se réadapter, mais on était un des premiers fournisseurs à avoir un réseau national d'interconnexion dans le même modèle, mais qui n'a pas pu s'exporter. Ouais, puis
pour l'élément, puis probablement ce qui a favorisé DARPANET versus Minitel, c'est le contrôle centralisé du Minitel qui était que par une seule et même compagnie, contrairement à, comme tu dis, Internet ou DARPANET, c'était un réseau des réseaux, donc c'était favoriser l'interconnexion de différentes approches, donc de favoriser la compétition, de favoriser les éléments comme ça, donc ça l'a aidé à l'adoption massive de ce réseau-là par rapport à ce que le Minitel pouvait être à l'époque, qui était quand même assez innovant à bien des égards, mais contrôlé que par une entité unique qui voulait monétiser au maximum ce qui en sortait là. Oui, et donc ça n'a pas pris. Donc aujourd'hui, on a l'Internet qu'on connaît, et cet Internet a pris une place décisive. Alors, on va pas s'en plaindre, hein. Y a plein de choses qu'on fait en ligne aujourd'hui qui sont superbes. On a l'accès à plein de services, que ce soit dans la vie privée, publique, dans le travail. Et moi, le premier, j'en utilise beaucoup. Au point, on peut s'interroger aussi sur l'interdépendance de ces technologies. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait de façon physique qu'on fait par Internet. Ou quand on réfléchit bien, le fait de le faire physiquement n'était pas plus problématique que ça. Mais aujourd'hui, on le remplace. On a d'ailleurs, on pourrait en parler dans un autre sujet, aujourd'hui un déficit de culture informatique dans certaines populations d'un certain âge, etc., qui aujourd'hui se retrouvent pris au piège parce que il y a plein de démarches qu'on peut plus faire autrement que numériquement. Donc déjà, c'est très discutable de ce point de vue-là et on pourrait en reparler. Et donc, aujourd'hui, c'est central. Donc, cet Internet qui est au milieu de nous et vous, c'est celui qui nous permet d'enregistrer aujourd'hui entre la France et le Canada. C'est ce qui va vous permettre de diffuser ce contenu. Il n'en est pas moins que pour diffuser ce contenu, on passe par des fournisseurs d'accès à Internet, donc des fournisseurs locaux, et des solutions, par exemple de streaming pour la vidéo. Peut-être que vous consommez ce podcast en vidéo sur YouTube. YouTube n'est pas une entreprise publique, c'est une entreprise privée qui appartient à une des entreprises du fameux GAFAM. Et aujourd'hui, le premier point qu'on a là-dessus, c'est que Internet se devait d'être neutre. Et aujourd'hui, premier sujet, c'est la neutralité d'Internet qu'on se pose la question, puisque si Internet est fourni aujourd'hui majoritairement par certains acteurs privés, ces acteurs privés ne sont en rien, et soyez bien clairs, absolument en rien neutres. Ce sont des entreprises privées dirigées par des êtres humains qui ont une idée en tête, qui ont une vision, qui ont un modèle sociologique, idéologique et qui vont avoir tendance à, au mieux, imprégner leurs produits de ça et au pire, à forcer leur idéologie de ça. Prenons l'exemple du fou préféré du président, l'agent orange, là, Elon Musk. Voilà, quand il se paye Twitter, c'est avant tout pour s'en servir, pour dire ce qu'il a à dire et empêcher tout courant opposé à lui. Je rappelle que depuis son arrivée, il a fait bannir des centaines et des centaines de milliers de comptes qui l'emmerdaient, juste parce qu'ils n'allaient pas dans le sens où il avait envie. Il a changé les algorithmes, et ça a été vu récemment, à un bon nombre de reprises, où depuis son arrivée, d'un seul coup, tous ses tweets sont retweetés facilement sur les comptes et sont vus comme les premiers tweets de trend, même si ce qu'il dit, tout le monde s'en fout et qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui le suit. Donc on voit bien que les outils qui sont censés nous amener de façon neutre à un service commun, opérationnel pour tout le monde, peuvent être orientés dans une direction ou une autre. Et là, ce qu'on pensait être neutre ou objectif ne l'est absolument pas. Et donc ça veut dire que l'accessibilité normalement à un flux ou autre de données n'est pas censée être forcée par le fournisseur. C'est comme si votre fournisseur d'accès à Internet vous obligeait dans vos recherches à aller directement sur certains sites plus que d'autres. Ouais, on l'a beaucoup vu même aux États-Unis même de cette déviation de choses dont certaines lois américaines justement ont donné l'occasion de ce débat-là et ce débat-là est encore viable, c'est pour ça qu'on en parle là. Et aussi, il faut regarder comment les grands fournisseurs de tiers 1, les grands fournisseurs Internet, et c'est là où le peu d'éducation des gens vient rentrer en jeu, on n'a pas idée. C'est une hiérarchie de fournisseurs qui permettent justement la matérialisation de l'idée d'Internet. Et lors de la guerre en Ukraine, il a été décidé par le gouvernement américain notamment que certains fournisseurs allaient couper le lien qui relie la Russie avec l'Internet mondial. Donc, on est vraiment dans un contexte où un pays a la capacité d'exclure des communications d'Internet d'un autre pays à ce moment-là. Et de l'autre côté, la Russie, depuis plusieurs années, crée son propre Internet interne, donc réduit volontairement sa dépendance à l'Internet comme mondial ou américain, comme on veut le regarder. Là. Ces gouvernements ont un agenda idéologique qui est de dire, moi, ma façon de penser, c'est la meilleure, les autres, c'est de la merde. Et
au lieu de s'opposer, aujourd'hui on est dans une époque quand même très, je dirais, très bipolaire, enfin très comment dire, très réactive aux opinions autres que la nôtre. On se retrouve effectivement avec un Internet qui va à l'opposé de cette idéologie que ben moi je veux pas avoir les pensées qui sont pas les miennes. Donc tu l'as très bien dit, la Russie, la Chine, on a un certain nombre de pays comme ça qui ont été susceptibles et qui nous ont montré dans le passé, la Corée du Nord, qu'un réseau, on peut faire un réseau Internet national entièrement effectivement coupé du monde. C'est là où on comprend qu'Internet n'est que la validation des accords entre les pays de se connecter les uns aux autres et de laisser libre cours au flux des informations. À partir du moment où un des pays dit moi je suis pas d'accord, on peut soit lui fermer la porte d'entrée, lui peut fermer la porte de sortie, ou en tout cas choisir ce qui va dedans. On l'a vu aussi au moment du printemps arabe, on a eu un certain nombre de pays comme ça qui ont eu des révolutions, qui ont souhaité couper Internet ou les réseaux sociaux. Donc on est capable de couper carrément le flux total ou carrément le flux de certaines applications. Tout ça c'est fait par le nommage interne et par la découverte des noms. Donc on n'est plus vraiment vers un Internet mondial, où on va vers un Internet démondialisé, avec plus le même. Aujourd'hui, si vous faites certaines recherches en étant sur le territoire des États-Unis ou en Europe, vous n'avez pas les mêmes résultats qui sont mis en avant. Vous avez notre ami l'agent Orange qui a décidé de renommer le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Il y a des endroits en fait où selon le type de recherche que vous allez faire, vous allez avoir golfe du Mexique ou golfe d'Amérique qui va apparaître selon l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire qu'on filtre déjà le fait que vous existiez sur un territoire et qu'on veuille vous imposer à l'intérieur de ce territoire une vue de ce qu'on pensait être neutre comme étant déjà, vous voyez, forcé. Donc, est-ce qu'Internet est encore mondial? On est sur le point de voir effectivement une dégradation de cette mondialisation. Quel est le risque de ça? C'est que là où on pensait avoir une information objective, en se disant, moi, je sais pas un truc, donc je vais aller chercher l'information juste pour apprendre, eh bien, c'est que l'information qu'on a face à nous, elle n'est plus objective. C'est ce que fait toute dictature pour pouvoir troubler et manipuler une population. Elle se met en ordre d'abord de prendre la main sur tous les médias pour ensuite déverser dans ces médias un flux constant de propagande, c'est-à-dire de fausses vérités. Et je rappelle qu'on est là aussi, c'est un sujet dont on pourra reparler plus dans le futur, dans une époque de la fausse vérité ou des contre-vérités. Il n'y a pas de contre-vérité, en fait. Il y a une réalité factuelle. Quand on a des gens qui nous parlent de faits alternatifs, ça tient de la folie. Non, mais soyons clairs et nets. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est de la folie de valider des faits alternatifs. Un fait, justement, c'est ce qui est factuel, qui ne peut pas être contredit autrement, qui est devant tout le monde. Après, il y a l'interprétation qu'on fait d'une situation. Mais le fait, c'est la réalité qui est face à nous. Vous avez une voiture qui vient vers vous à 130 km/h et il y a un mur derrière vous, personne ne freine, vous allez vous retrouver écrasé. Vous pouvez croire en ce que vous voulez, peut-être qu'il y a un truc magique qui va apparaître dans votre tête, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver écrasé. C'est ça, c'est les faits. Donc, dans Internet, on est censé trouver une espèce de consensus sur un certain nombre de définitions, de données, d'informations. Je rappelle aussi que nos amis états-uniens sont en train aujourd'hui de piller certaines bases de données publiques et de les couper avec l'aide d'acteurs privés. Donc ça, c'est aussi un élément qui est mis en lumière. Il y a, par exemple, des données sur le climat qui ont été collectées par pas mal d'entités scientifiques et d'universitaires aux États-Unis, qui servent de données climatiques de référence pour le monde entier, qui vient d'être coupée, là, il y a 2 semaines, par les États-Unis, parce qu'ils ont décidé d'abord qu'ils voulaient plus payer pour ça, mais qu'en même temps, ils ne laisseraient pas la version publique gratuite accessible. Et c'était hébergé chez nos amis d'Amazon, qui ne se sont pas fait prier pour arrêter. Donc là, on voit qu'on a une collusion entre une idéologie politique, le climato-scepticisme, où là on peut parler de climato-négationnisme carrément, où on nie la réalité du climat, du changement climatique, y compris en effaçant les preuves. Là aussi, c'est une façon de manipuler la réalité pour vous empêcher de penser, d'arriver au résultat. Pour ceux qui ont lu 1984, c'est le boulot du héros de 1984, le personnage principal, qui est de réécrire l'histoire. Toutes les semaines, on lui envoie des nouveautés. Il faut qu'il réécrive des trucs et qu'il change pour faire comme si les choses n'avaient jamais eu lieu. Donc,
pour être sûr qu'on ne vienne pas vous emmerder sur un sujet, bah, le mieux c'est d'effacer toutes les traces de sujet. Et quand Internet devient la base de connaissances et de références de tout le monde, on peut se poser la question. Je sais pas pour vous, mais moi j'achète encore des bouquins, des livres papier. J'achète encore des CD, des Blu-ray, vous voyez, du média, parce que j'ai toujours eu un doute quant à la continuité des services. Alors au-delà de penser que c'est un gouvernement qui va tout nous arrêter, mais c'est une conscience que j'ai eue il y a plusieurs années de ça. On était encore sous Nicolas Sarkozy en France, quand Google a décidé de s'approprier tous les livres de la planète qui étaient en droit public, en disant c'est à nous maintenant et on récupère un droit privé dessus. Et là, tous les gouvernements mondiaux ont dit non, allez vous faire foutre, c'est impensable. C'est là que Wikipédia est né, en l'occurrence. C'est à ce moment-là que c'est né, parce que on s'est dit mais qu'est-ce qui garantit que cet acteur privé, un jour, ne décide pas, et c'est en train de se faire actuellement avec les États-Unis, que certains livres sont, oh là là, très tendancieux, faut surtout pas qu'on les voit, donc, c'est pas qu'on va pas les vendre, c'est qu'on va les enlever de l'histoire de la littérature, littéralement. Donc on en est là aujourd'hui. Les acteurs sur lesquels on s'appuie ont ce pouvoir-là. Amazon a déjà retiré volontairement des livres dans des bibliothèques numériques de gens, donc on est dans un point où au-delà de réécrire l'histoire, comme 1984 le mentionne, on est capable de faire disparaître des livres au lieu de les brûler dans un geste symbolique et très théâtral. On va juste les faire disparaître des bibliothèques numériques des gens, comme probablement qu'on pourrait faire avec de la musique, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi maintenant, parce que c'est contrôlé par quelques grandes entreprises qui sont majoritairement américaines et donc soumises à la volonté du gouvernement qui est en place. Et au moment où on enregistre, le gouvernement en place est particulièrement négationniste, comme tu mentionnes. Il veut détruire et réécrire l'histoire comme il le sent, comme pour lui fait son affaire, contrairement en tout cas au restant des pays démocratiques pour le moment, résiste à cet appétit de vouloir tout réécrire. On a ensuite aussi un paramètre à prendre en compte, c'est que pour beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, Internet, c'est gratuit. Je parle pas du fournisseur d'accès qui nous lie la bande passante, donc le moyen mécanique, technique d'accéder au réseau lui-même, mais l'information qui est dessus est vue comme gratuite. Vous allez sur un navigateur, vous cherchez dans votre barre de recherche faites une requête et vous avez un navigateur, celui que vous avez choisi, qui vous répond. Il vous répond par un lien hypertexte et vous accédez au site. Sauf qu'aujourd'hui, on a des fournisseurs, les GAFAM, qui commencent à réfléchir. Alors aujourd'hui, par exemple, si vous allez sur Google, vous avez un certain nombre de liens qui sont sponsorisés, c'est-à-dire qui sont payés pour apparaître, en fait. Donc c'est eux qui vont payer en fait votre requête. Mais on a des modèles internes qui commencent à fuiter, où ils nous commencent à trouver, à dire que ce serait pas mal qu'ils puissent financer la moindre recherche et vous la faire payer en soi. Et il faut voir qu'aujourd'hui, une partie des recherches ne sont plus faites avec le moteur de Google, mais avec ChatGPT. Et là aussi, ça paraît être une simple évolution, mais en fait, à bien réfléchir, c'est absurde. Je déconseille à qui que ce soit dans nos auditeurs, auditrices, de faire des recherches sur Internet par ChatGPT. D'abord, je le rappelle, vous nous connaissez, ChatGPT est con comme ses pieds. Donc déjà, je rappelle que ChatGPT ne comprend pas votre recherche. ChatGPT, par contre, va vous faire une synthèse de ce qu'il pense avoir trouvé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une liste de plusieurs sites où vous allez voir les sources de l'information, ce qui est très important, savoir si c'est sponsorisé ou pas, par exemple, si c'est influé par quelqu'un ou pas, de quel pays ça vient ou un autre, là, vous avez une version synthétique qui vous dit pas ses sources et qui vous dit c'est ça. Le souci de c'est ça, c'est que c'est ça, qui est-ce qui l'a dit que c'est ça la bonne réponse? C'est juste ChatGPT et les gens qui le détiennent et donc qui le manipulent. Ça peut être, je dirais, au mieux inadéquat parce que c'est pas la bonne réponse parce qu'il s'est trompé. Je dirais que c'est presque pas grave. Et au pire, ça peut être la mauvaise réponse parce que on lui a demandé de donner cette réponse-là en priorité et qu'il est hors de question. Si on réécrit l'histoire, par exemple, qui donne la vraie version des faits et qui vous dit non, c'est ça. Donc aujourd'hui, quand on a des générations, moi j'ai une belle fille qui vit à la maison qui a 17 ans, je l'utilise souvent pour ses études, n'utilise surtout pas ChatGPT. Parce que ChatGPT a de fortes chances de te donner des choses erronées, puis ensuite tu vas pas pouvoir vérifier ce qu'il te dit, et ensuite, c'est pas pour autant que tu vas savoir si le détail de ce qu'il te dit ou comment il l'a trouvé, etc. Aujourd'hui, donc, quand on met en parallèle les moteurs de recherche classiques et les IA pour faire ce type de recherche, on comprend pas. On a du mal à saisir qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Il y en a un des deux à qui vous lui demandez de
dans une liste de référencement, trouver toutes les sources, les adresses spécifiques avec un bout de résumé qui vous donne l'information. Et ensuite, vous avez la liberté d'aller dans ce choix. Bien sûr, vous pourriez me dire, oui, mais déjà, quand je fais une recherche Internet sur Google, il me les met dans un ordre précis. Oui, mais vous avez la liberté d'aller ouvrir d'autres pages. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous ouvrent la page 2 ou 3 des recherches, des fois. Et souvent, on se suffit avec la première. Des fois, ce qu'on cherche, c'est juste l'adresse d'un site. Donc, ça nous permet de trouver simplement l'adresse d'un site avec des mots-clés. Mais des fois, ce qu'on cherche, c'est des choses spécifiques à l'intérieur d'une multitude de sites. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir, mais ça m'arrive fréquemment d'ouvrir plusieurs pages de recherche différentes. C'est-à-dire, dans la liste des trouvailles de Google, parce que j'utilise Google, je vais pas me leurrer là-dessus, on a plusieurs vues. Si vous utilisez un moteur alternatif comme DuckDuckGo ou Quant, par exemple, vous allez voir que les listes de résultats ne sont pas du tout les mêmes. Des fois, c'est même très troublant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de cette méthode d'indexation. Mais en tout cas, dans ces trois façons-là, on a une alternative. Si on nous dit demain, il n'y a plus besoin de ça, c'est des IA qui vont faire nos recherches à notre place, parce que c'est plus facile pour nous orienter sans nous dire pourquoi, comment, et nous orienter vers une mauvaise information. Et là, ça devient vraiment très dangereux. Ouais, on augmente le contrôle des organisations parce que Google avait pour la recherche avait une forme de transparence associée avec ce genre de choses-là. On peut ne pas être d'accord, si on peut aller avec, comme tu mentionnes, DuckDuckGo ou Kanta, qui sont d'autres alternatives si on veut vraiment aller plus loin. La force de Google, c'est qu'il nous fournit le bon site d'où on peut consommer rapidement ce qu'on a de besoin et ce qui est ça. Donc, ils ont amélioré leurs algorithmes dans cette direction-là, même si dans certains cas, on pourrait dire que ça nous amène peut-être dans des zones qu'on n'aimerait pas ou ça vient biaiser, puis c'est tout à fait vrai parce que dépendant du pays dans lequel on est, les résultats sont pas les mêmes parce qu'ils ont optimisé localement les différents éléments. Selon ce qui était perçu, ils pourraient influer sur la nature des résultats, mais il demeure qu'on est capable d'accéder au site d'origine. Quand on arrive avec, comme tu mentionnes, ChatGPT ou peu importe l'engin qu'on utilise, on ne consomme pas, puis il n'est pas capable de donner ses sources parce que la méthode d'entraînement ne permet pas de retracer à l'origine de ses sources. On fait juste c'est comme si ChatGPT avait mémorisé l'ensemble de l'Internet à une date définie et essaie de se rappeler d'un volet de celui-ci, sans compter le fait que tous les biais d'entraînement et les biais de contrôle et tout ce qu'on rajoute par-dessus. Donc, on a plusieurs capacités à changer l'information. Puis on l'a vu un peu avec DeepSeek aussi, que ces engins-là, qui est un engin entraîné par les Chinois, donc la façon de répondre n'est pas la même qu'un ChatGPT, par exemple, parce qu'on n'est pas exactement avec le même modèle, pas avec le même entraînement, puis pas avec les mêmes objectifs. Donc déjà là, on est capable de voir des capacités nationales d'influencer sur les modèles de AI. Puis de toute façon, la Chine, c'est un bel exemple d'Internet relativement déconnecté des autres, puisque pour sortir de l'Internet de la Chine, on doit passer à travers le grand le grand firewall de la Chine pour passer à travers. Et la Chine oblige également à tous les fournisseurs qui veulent avoir un service aux Chinois d'avoir des centres de données dans son territoire contrôlés par le gouvernement. Donc, on est dans un contexte comme cela. Il n'est pas dit que ces mesures-là ne se propageront pas à l'extérieur de la Chine, que d'autres pays feront la même chose. Et là, les Américains nous donnent un regard très troublant sur le fait que cette volonté-là, comme les Chinois l'ont fait, comme les Russes ont commencé à le faire, comme la Corée du Nord le fait, de contrôler l'Internet. Et le problème à ça, c'est que tout passe par Internet, tout passe par les Américains à l'heure actuelle. Et en même temps, tu parlais des GAFAM, les GAFAM eux-mêmes ont commencé à avoir un réseau alternatif à Internet. Microsoft a son réseau alternatif. Google a son réseau alternatif. Tout le monde a son réseau en dehors de l'Internet, donc ne dépend même plus de l'Internet pour fonctionner, autre que pour la prestation de service qui est consommée par le client final, parce qu'on rentre par un point d'entrée dans ces grands réseaux-là. Et ça nous rappelle un peu, puis là, c'est la chose des American Online, CompuServe, tous ces vieux services-là, qui étaient exactement cette façon-là des réseaux privés dans lesquels on avait une vision très restreinte de ce qu'on pouvait consommer jusqu'à l'éclatement total de l'Internet maintenant, dans lequel, pour moi, on retourne sur les très vieux modèles pré-Internet. Ça met le doigt sur la souveraineté dont on parlait l'autre fois. Ça met le doigt aussi sur la résilience des réseaux, puisque ça veut dire que ces réseaux sont aujourd'hui opérés. Tu l'as dit, en fait, les GAFAM, faut comprendre que c'est pas des toutes petites sociétés, c'est des sociétés colossales, pas juste en termes de poids financier, mais c'est des sociétés qui
par des opérations stratégiques et financières, ont acquis quasiment tous les métiers possibles et imaginables dans leur domaine et dans les domaines annexes afin de couvrir toutes les bases. Si on prend Amazon, le succès d'Amazon, ça a été de transposer ce modèle et de s'imposer toujours comme le fournisseur du service. Par exemple, quand Amazon a décidé par exemple, d'adresser la partie, comment dirais-je, livraison. Vous savez que pendant longtemps, Amazon utilisait les services postaux ou des services de livraison. Aujourd'hui, ils ont leur livreur à eux, c'est-à-dire payé par eux. C'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, puisque on a ce poids-là aujourd'hui, on va développer l'activité comme si on était un logisticien, nous-mêmes. Donc ils en sont à ce niveau-là. Et tu as raison de souligner qu'aujourd'hui, alors nous on est dans la technologie, pareil, c'est les choses qu'on voit. Mais je sais pas si les gens réalisent qu'effectivement les GAFAM possèdent des backbone réseaux mondiaux capables potentiellement de peser. Alors ça veut pas dire qu'ils possèdent physiquement les liens, quoi qu'en partie ils en possèdent. Ça veut dire qu'ils ont un tel poids chez les partenaires réseau qui leur disent c'est soit tu fais ce que je te dis, soit je t'écrase. Soit les nuits de demain, j'investis quelques milliards et je prends ta place. Donc c'est ça aussi, c'est qu'ils ont un tel poids, c'est qu'on peut plus faire autrement. La dernière fois, on avait parlé des techno-États. Et c'est une notion qui est un peu, qui revient souvent, mais les gens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Ça veut dire que ces personnes-là ont un poids aujourd'hui idéologique. Ce sont des acteurs majeurs des États dont nous sommes dépendants. Regardez la place d'Elon Musk dans l'État américain. Regardez qui a été invité à l'intronisation de Donald Trump. On avait le panel des GAFAM qui étaient tous là. Je rappelle que la plupart d'entre eux crachaient sur lui il y a quelques mois avant. Hein. Mais là, ils ont tous eu peur. Donc on voit, vous voyez, qu'il y a une relation avec laquelle ils s'en sortent bien, hein, puisque ils vont faire du business, hein, ils vont faire du fric quand même. Ça va renforcer leur place de toute façon. Donc ils sont relativement, on va dire, dociles et contents de la situation. Hein, sinon, ils se battraient contre. Ils sont pas tellement à cheval sur leur désir de démocratie mondiale. Ils sont tous, pour la plupart, libertariens. Les libertariens, c'est une idéologie qui parle de l'idée qu'il n'y a pas besoin d'État du tout. Les êtres humains doivent faire ce qu'ils veulent. En fait, il faut comprendre que les libertariens, c'est des anarchistes de droite. C'est-à-dire qu'ils veulent pas de règles, aucune réglementation, aucune norme. Ils veulent pouvoir faire du business de tout et de tout comme ils l'entendent. C'est littéralement ça. Donc là, ils sont en train de vivre leur rêve humide de libertarien, c'est-à-dire avec les États-Unis qui sont en train de péter toutes les normes, tout l'État, hein, par Doge, hein, qui est en train de se faire ruiner, toutes les comment dirais-je, tous les organismes de contrôle qui sont en train de se faire casser les pattes. C'est le western qui est en train de revenir et donc ils sont en train d'ouvrir les bases. Et eux, ce qui les intéresse, c'est qu'ils vont faire du business là-dessus. Donc il y a une motivation financière. Donc un techno-État, c'est un État qui va s'appuyer majoritairement sur la technologie. Et c'était le point de départ de tout à l'heure. On disait mais aujourd'hui, Internet, on peut absolument pas s'en passer. Et d'ailleurs, ça soulève un autre problème de résilience mondiale. On a un produit qui est tellement important, on le sait, hein, je sais pas pour toi, j'en parle des fois en off quand j'ai des clients qui m'en parlent. J'ai toujours, le jour où Internet meurt, j'espère que vous savez chasser, que vous savez boire de l'eau croupie et vous débrouiller pour vivre dans la forêt, parce qu'en fait, on va retourner au Moyen-Âge. Et hélas, j'ai envie de vous dire, c'est un scénario que je crois un peu plus réaliste aujourd'hui. Qui fait très très peur, qui est vraiment très anxiogène, mais c'est un scénario auquel je crois. Et je pense qu'à un moment donné, on peut se retrouver soit avec un déséquilibre international qui fait que ce qu'on pensait être acquis et stable aujourd'hui peut être remis en cause par des acteurs, pas forcément recoupés, mais déstabilisés fortement au point d'avoir justement des problèmes sur les systèmes bancaires de communication dont on dépend totalement. Et dans le pire du pire du pire des cas, que quelqu'un essaye de faire du mal à ce qui reste au milieu et qui nous tient en ligne les uns aux autres. Alors je dirais, dans cet extrême du pire des cas, les États arriveraient à remonter une structure de communication localisée, probablement, mais rien d'équivalent. Et surtout, aujourd'hui, on est quand même sur un maillage international qui fait qu'il y a certains systèmes qui ne savent toujours pas vivre seuls. Donc, si certains États ont réussi à s'isoler, on sait très bien que le reste d'Internet continue à fonctionner en interconnexion. Si ces interconnexions cessent du jour au lendemain, aujourd'hui, la France, par exemple, n'est pas du tout résiliente à ce scénario-là. Absolument pas. Elle n'a rien du tout de prévu pour ça. Et c'est un scénario que, je pense, les forces de l'État français n'envisagent même pas. Ouais, je vois peu, effectivement, d'efforts en Occident de mettre en place des moyens pour réussir à lutter contre ce genre de dépendance aux Américains. Il s'agit juste de penser que les DNS sont
encore majoritairement possédé par les Américains et c'est le registre global qui nous permet de traduire un nom qu'on connaît, un Facebook.com ou Google.com, à la machine qui se situe en arrière réellement de ce genre de choses-là. Et c'est maintenu encore, je pense qu'il y en a juste 2 qui sont en dehors des États-Unis à l'heure actuelle. Donc, on est dans un contexte d'une très grande capacité des Américains d'arrêter le fonctionnement ou de détourner le fonctionnement aussi. Puis ça, c'est un autre aspect intéressant que les gens parlent peu, c'est que la façon que les communications sont faites, donc contrôlées essentiellement par les Américains et le droit américain, c'est que du moment, puis ça, c'est FISA section 702, qui permet aux Américains d'écouter toute communication étrangère sur son territoire, qui passe par son territoire. Et comme les Américains sont capables de faire dévier n'importe quelle communication par son territoire, donc on a la capacité technique d'écouter à peu près tout le monde sur la planète, à l'exception des pays qui ont fait l'effort de ne pas faire ce genre de choses-là. Ça en est un. Puis la Chine avait détourné certaines fonctions à un moment donné pour envoyer l'ensemble des communications sur son territoire aussi. Donc, ces capacités techniques-là existent et sont utilisées largement par les États majeurs pour leurs bienfaits, eux, pour espionner, pour des avantages économiques et ainsi de suite. C'est ce qu'on avait vu avec l'affaire Snowden, où Edward Snowden avait publiquement annoncé effectivement que les États-Unis faisaient des écoutes sur tous ces pseudo-alliés. En Europe, ils ont fait les offusqués et surpris, mais c'est de ce qu'on appelle de l'intelligence. Ça s'appelle, voilà, on a besoin de savoir ce que font les autres pour pouvoir gagner des avantages sur eux. Comme on disait tout à l'heure avant de commencer, écoutez, en même temps, vous avez tendu le bâton pour qu'on vous batte, vous nous laissez tous les trucs chez nous. Et ça se voit aujourd'hui en Europe, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de canaux qui sont en train de se monter avec la pose de fibres optiques entre l'Atlantique, entre la Méditerranée. On ouvre des canaux supplémentaires, non pas juste pour ouvrir les débits, pour les améliorer, etc., mais aussi pour commencer à assurer aussi une centralisation, une souveraineté un peu de ces communications-là. On a, nous, tout un travail qui est fait avec le sud de la France, avec tout le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient. Et c'est des enjeux aussi de guerre, puisqu'aujourd'hui, on a des forces armées type russe ou chinoise qui mettent au point des sous-marins pour aller couper les câbles. Il y a eu un coup, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a un câble qui a été sectionné. On nous dit que c'est toujours une histoire de requins. Je ne connais pas de requins très engagés à bouffer des câbles, quoi qu'ils aiment bien, puisque ça génère des ondes électromagnétiques, donc ils les mâchouillent bien. Mais là, en l'occurrence, on sait très bien que c'est des enjeux, puisque si on coupe ces câbles, on remet en jeu fortement la connexion, voire on l'interrompt complètement. Donc on se doute bien que ça a un impact. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que dans une stratégie d'attaque, si on prend du point de vue militaire, la première stratégie d'attaque, c'est de brouiller les communications pour pouvoir lancer son attaque paisiblement pour pas être vu. Donc on voit que tous ces moyens sont dans les mains de certains acteurs qui demain pourraient s'avérer hostiles sur un pays précis ou sur un ensemble de pays, et une façon de vous nuire, c'est de vous mettre dans le brouillard. C'est ce qui s'est passé un petit peu aussi à une autre échelle avec Cambridge Analytica, où on a mis des citoyens dans le brouillard et on les a arrosés de fausses informations par des moyens justement massifs fournis par les GAFAM. On a utilisé Facebook pour récupérer les informations sur les personnes au profil incertain dans l'élection américaine, la première de Trump, qui a été volée donc à cause de ça, ou le Brexit par exemple. Le résultat du Brexit est entièrement faussé. Le résultat du Brexit n'aurait jamais dû être validé puisqu'il a été manipulé massivement par des fausses informations. Entre les politiciens qui balancent n'importe quoi à la télé, comme les chiffres d'économistes disant à faire avec l'Europe qui n'ont jamais eu lieu d'être, et le fait qu'on m'a manipulé par des fausses informations qui va avoir sur des personnes, on va dire, sensibles, qui ont du mal à se décider au moment de l'élection. Le meilleur moyen de faire voter quelqu'un qui est indécis, c'est de l'arroser de trucs faux sur l'orientation de ce que vous voulez lui faire faire. Donc à partir du moment où il y a qu'un seul tuyau, que c'est facile d'arroser un ensemble de gens et que cet ensemble de gens est assez grand pour avoir une influence sur un résultat, alors c'est intéressant. Vous noterez qu'aujourd'hui, à part dans les dictatures, la plupart des élections de démocratie se gagnent à 51% contre 49%. Donc ça veut dire que ça se joue finalement à très peu de choses. Donc ça veut dire qu'on réalise qu'il faut peu de choses pour manipuler le résultat d'une élection nationale. Et donc là, on voit que les canaux qui nous amènent ces informations aujourd'hui sont toujours détenus par les mêmes grands acteurs uniques à qui on délègue cet aspect-là. Il y a aussi, de ce point de vue-là, comment dirais-je,
je vais aller loin, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, je te laisse réagir, une lâcheté des États européens en particulier, qui ont la technologie, qui ont les compétences. Ça manque pas, hein. En Europe, on a des gens brillants, hein, on a des sociétés qui font bien, mais on a un État qui se réfugie très, 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 très lâchement et très facilement vers ces GAFAM à la moindre occasion. Ça gueule un petit peu quand il y a un truc qui va pas, boum, puis ça revient dessus, et puis finalement, ça redéploie les mêmes outils. Aujourd'hui, vous avez du Microsoft dans toutes les écoles, vous avez aujourd'hui du cloud public qui est fourni partout, et c'est toujours les mêmes qu'on retrouve chez tous les fournisseurs, y compris dans l'État qui vient se foutre dessus. Les projets de cloud souverain, on en a parlé la dernière fois, sont souvent ridicules parce qu'ils sont jamais menés à bout. Non pas faute de pouvoir le faire, parce que je pense que technologiquement on a le savoir-faire, mais faut-il encore avoir le courage politique d'aller jusqu'au bout de l'idée. Mais comme les États aujourd'hui en Europe sont gérés par des petits gestionnaires et des petits comptables et non par des personnalités politiques qui ont une idée de ce que ça veut dire que de faire de la politique pour un pays, on se retrouve avec des gens qui vont, comme dans une entreprise, avec le manager de base. Quand vous lui dites on peut écrire un code, il vous dit ouais mais je suis sûr qu'on peut acheter un truc qui fait déjà tout ça à la place. Sans oublier toute la dette technique qui va venir avec. Donc on subit ça. Puis de mon point de vue, je suis un peu triste que l'Europe n'a pas pris la balle quand c'était le temps. On regarde le Minitel est un exemple qu'ils ont battu en retraite parce qu'ils n'ont pas été capables de pivoter quand Internet est arrivé. Donc, de battre en retraite, disons, on abandonne, on abandonne cette connaissance, cette expertise et d'aller plus loin et de vouloir jouer sur les marchés internationaux. Fait que ce qui est un peu étrange de la part, en tout cas de mon point de vue, de la part des Européens, d'avoir laissé autant de place aux Américains quand il y avait la connaissance. Il y avait le Minitel était l'exemple comme ça, mais il y en a d'autres exemples technologiques à travers tous les pays d'Europe ou la très grande Europe. Là, si on va aller jusqu'à l'Europe de l'Est au complet, qui est quand même aussi fait partie du grand bloc. Donc, tous ces endroits-là, cette triste. Moi, je trouve ça triste d'avoir laissé tout ça tomber parce que là, c'est dans la diversité. Donc, l'hégémonie américaine s'est installée par elle-même et par certains éléments complices de l'Europe d'avoir laissé la place comme ça, de ne pas avoir défendu l'intérêt. Et donc, ce qu'on a maintenant est la conséquence de toutes ces années-là où personne n'a jamais voulu prendre la balle. Et même, ça va plus loin si on parle le regard strictement français. Tous ces Français qui se sont expatriés aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas de marché propice en Europe à leur expérience, à leur expertise, à leur capacité de livrer des choses, se sont tous mis aux États-Unis parce que l'argent, les capitaux, tout était aux États-Unis. Ils favorisaient ce genre de choses-là. Donc, tout ça, pour moi, est particulièrement étrange à quel point ça a abandonné, puis c'est timide. Puis pourtant, il y a ça, puis ça, on peut aller même plus loin. Puis un autre élément qui est encore d'autant plus évident en termes de contrôle du message et ainsi de suite, c'est Starlink. Starlink, c'est essentiellement possédé par un individu avec des allégeances qu'on pourrait dire discutables maintenant et à quel a la capacité d'ouvrir et fermer l'Internet à qui il veut bien, à quand il veut bien, et donc incidemment contrôler le message aussi de ce qui circule sur son réseau à lui, parce que Starlink, ça appartient. C'est pas un réseau public d'aucune sorte, un peu comme tu mentionnais. Et ça, c'est d'autant plus clair que là, on a un individu, contrairement aux grands joueurs télécoms qui sont possédés par des consortiums, par des compagnies. Ben, à ce moment-là, on est plus dans un moins polarisé face à un individu, mais Starlink, c'est un exemple. Comme ça, il y a tentativement quelques petits éléments européens qui apparaissent, mais encore là, c'est des efforts qui sont en rapport à Starlink minuscules. Donc, c'est de lutter contre un géant et à laquelle on a laissé la place aussi, territorial, légal. Il n'y a pas eu de geste concret qui permet un investissement sérieux. C'est pour ça que je parle de fainéantise, de lâcheté, c'est parce que techniquement on avait les moyens. La France a été une nation d'informatique aux naissances de l'informatique. Une bonne partie est née en France. On a eu des grands piliers de l'informatique ici. Et en fait, on s'est défaussé sur les autres par facilité. Un peu à l'image aujourd'hui des États-Unis qui gueulent, qui disent qu'il faut que le business revienne aux États-Unis. Enfin, en même temps, c'est les républicains qui, pendant 30 ans, ont laissé partir tous les business mondialement dans tous les autres pays parce que c'était moins cher et parce qu'ils faisaient plus de sous comme ça. Donc, faut pas se plaindre d'une situation. Ouais, Starlink, c'est un bon exemple. Alors, le problème, c'est pas la société Starlink, effectivement, c'est son dirigeant. Parce qu'on pourrait dire, mais un consortium peut aussi ne pas jouer les règles du jeu. Le problème d'un consortium, enfin, l'avantage d'un consortium pour nous, c'est que c'est plusieurs personnes qui ont des objectifs à long terme pour une entreprise. Là, Elon Musk, on est sur un mec qui pète un câble du jour au lendemain, qui a envie de couper les liens juste parce que le président d'un pays a dit un truc contre lui.
Donc on est plutôt sur des décisions qui n'ont rien de rationnel, mais dont on peut subir les conséquences au niveau effectivement national, international. Starlink, je le vois en France, prend beaucoup de place puisque je déménage en quelques mois en province en France et il y a des coins où Internet n'est toujours pas du tout bon, quoi. Et donc là où je vais moi en Bretagne, j'ai été surpris de voir que en fait c'est quasiment la norme. Dès que vous sortez d'une ville, en fait, vous avez du Starlink partout, sur toutes les maisons, ils sont tous équipés. Et donc, comme tu le dis, on peut avoir la manipulation du contrôle du flux de données. Sur Starlink, c'est pas tant ce qu'on voit. On voit surtout la menace que si on ne va pas dans le sens du partenaire, le partenaire peut couper l'accès. Il a menacé à plusieurs reprises, par exemple, de couper l'accès à Internet utile en Ukraine récemment, pour pouvoir s'allier justement sur la définition, sur la l'attitude de Donald Trump face à Volodymyr Zelensky, qui lui a tenu tête et qui veut pas évidemment brader son pays et sa liberté, quoi. Donc il a menacé de couper un élément qui, pour le coup, est primordial. Moralement parlant, évidemment que c'est même pas pensable, quoi, d'aller jusque là, mais on voit bien que c'est possible. Et donc ce scénario de possibilité, moi aujourd'hui je le trouve inquiétant. Donc ce qu'on pense être Internet commun et aujourd'hui n'est pas si commun que ça. Au-delà, évidemment, d'atteindre les extrêmes qu'on a pu lister ici, moi je pense de façon plus courante, posez-vous la question de ce que vous trouvez sur Internet, de pourquoi vous trouvez ces informations-là sur Internet. Ayez le réflexe peut-être d'aller chercher de multiples sources, d'aller contrôler, croiser les informations, d'accepter et d'avoir des sources différentes de ce que vous avez d'habitude, et de toujours se poser la question de what's in it for me? Il y a quoi là-dedans dans cette information? Ce site-là, il me veut quoi? Si on me donne cette information-là, ça sert à quoi? Est-ce qu'il y a une velléité de partager une information parce qu'on est face à quelqu'un qui a une démarche très démocrate, très publique, ou est-ce qu'on est quelqu'un qui est face à quelqu'un qui a un agenda plus idéologique? On a tous un peu de forme d'idéologie, mais la démocratie, la liberté font que on n'est pas tous non plus des pourris, quoi. Oui, puis on va aller même plus loin. On a l'exemple au Canada. On a une loi qui était justement pour le contrôle ou les redevances pour les journalistes qui était faite, et laquelle la loi, ok, bon, était mal écrite. Ça c'est plus que clair maintenant. Là, elle est vraiment mal foutue à bien des égards. L'objectif était quand même louable au sens où on voulait un retour de financement au journalisme local. Puis c'est essentiel, le journalisme local, par ailleurs, là, pour beaucoup de raisons. Puis justement, dans cet aspect-là où on conserve un message qui est fait par des humains ici, qui est en rapport avec la culture dans laquelle on a. Et Facebook a littéralement dit non, moi je ne collabore pas. Et dorénavant, il n'y a plus aucun lien de médias canadiens qui est diffusé sur Facebook. Point barre. Et là, ça démontre à quel point ces joueurs-là ont la capacité de modifier le message qui est véhiculé dans un chose, puis le pendant négatif par rapport à ça, c'est un énorme problème qu'on a au Canada notamment. C'est comme Facebook ne diffuse plus aucune nouvelle légitime, toutes les fausses nouvelles ont pris l'espace. Fait que maintenant, les gens s'alimentent, s'abreuvent à une source non fiable de nouvelles qui sont propagées par des complotistes. Et pour rappel, il y a récemment, ils ont changé leur politique, justement, contre les fake news, en disant on n'en a plus rien à faire. Comme sur Twitter, on fait pareil, on laisse tout passer. Oui, absolument. Fait que ils ont amplifié un problème. Puis c'est un problème qui pour moi parce que ça trahit mon âge aussi. Où on est rendu dans le monde le tien, aussi on a les mêmes couleurs de cheveux. Qui me rappelle qu'à une époque, on avait accès dans des jardins, la traduction libre de jardin fermé, là, un jardin emmuré, si on prend la traduction vraiment littérale de l'anglais, dans des zones où sont contrôlées par des Facebook est un bel exemple. Moi, je suis de l'époque et donc le podcast aussi est également diffusé sur ces affaires-là, sur des sources ouvertes, sur du RSS, sur des sources d'informations qui ne sont pas contrôlées par quiconque ou à laquelle je peux aller chercher. Et ça l'a progressivement disparu, ces façons-là libres de diffuser l'information. Puis c'est pour moi la source de ce qu'était l'Internet libre, de quand j'ai connu, que j'ai grandi, c'est d'être capable d'aller chercher de l'information dans n'importe quelle source, d'aller pouvoir m'y abonner avec un outil ouvert, sans contrôle d'une corporation. Et ensuite, de faire comme tu mentionnes, d'aller chercher mes sources de nouvelles ou un peu partout et non déjà pré-mâchées par une entité corporative qui a des objectifs.
C'est peut-être ça la démarche aujourd'hui, hein. On pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire. C'est justement peut-être diffuser les adresses de sites qu'on connaît comme fiables. Comme tu disais, d'avoir une démarche finalement engagée, parce que s'abonner à quelque chose pour recevoir un flux d'informations et ne pas être abreuvé par des canaux sans se poser de questions. Aujourd'hui, tu as plein de jeunes qui sont abreuvés à TikTok. Ils estiment que c'est un flux d'informations. J'ai le cerveau qui est colère. C'est complètement fou. C'est pas possible, mais je comprends. Et on comprend l'importance. Pour le coup, on voit vraiment l'importance que ça a d'éduquer. Donc, je pense qu'il y a un travail d'éducation aussi à faire, de prévenir. Si vous avez des jeunes autour de vous, c'est important de leur expliquer. Moi, je le fais avec ma belle-fille en disant, voilà, tu as le droit d'aller là-dessus, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ce flux, d'où ça vient, pourquoi ça vient ça. C'est pas le hasard du tout. C'est manipulé par des personnes qui t'amènent à faire ça pour te maintenir dans un certain état, etc. Et que tu peux sortir la tête de ça. Donc n'hésitez pas effectivement à récupérer des informations ailleurs, autres, multiples, et à les partager aussi. Oui, puis j'y crois beaucoup à ces éléments-là au sens où j'ai abandonné d'être sur Twitter X il y a déjà quelques temps. À la prise de possession de Musk, j'ai abandonné ça parce que c'est contre mes convictions. Et je suis retourné sur des plateformes ouvertes. C'est Mastodon, un fait divers. Je me retrouve dans un univers qui n'est plus contrôlé par une corporation, qui est décentralisé. Et c'était pour ça, moi, la vision d'Internet quand ça l'a démarré. Donc, tout ce réseau des réseaux, toute cette décentralisation-là, toute cette capacité d'interconnexion, de revenir à des modèles comme celui-là où le fait divers, Mastodon est un exemple. Il y en a plein d'autres qui sont en train de naître de ces éléments-là. Fetplex, ou en tout cas Pixel, en tout cas, bref, pour remplacer Instagram. Donc, on est capable maintenant d'avoir de plus en plus des plateformes décentralisées qui nous permettent de partager sans le filtre, puis tu pensais aussi tantôt, qui nous met, Twitter nous renvoie de ce qu'ils veulent bien, Facebook nous renvoie ce qu'ils veulent bien mettre en premier, de tomber dans des univers où c'est plus, il n'y a plus d'algorithmes qui viennent proposer des choses, c'est nous qui consommons ce qu'on voulons vraiment, puis c'est ce retour-là. Puis c'est pour moi, ça fait 20 ans que je faisais ça. Et de réembarquer dans ces débats-là maintenant me fascine parce qu'il y a 20 ans, c'est ça que je faisais. Je m'abonnais à des blogs, je m'abonnais à des podcasts qui étaient naissants à l'époque, dans des plateformes distribuées qui n'étaient pas contrôlées par personne. C'est un peu se re-questionner sur qu'est-ce qu'était l'Internet il y a 25, 30, 40 ans. C'est vieux l'Internet, là. C'est vieux comme nous. Et de revenir à ces questions fondamentales-là qui ont permis de prospérer, mais qui sont en train de mourir à petit feu, malheureusement. Là. Ben, j'en profite pour finir là-dessus. J'ai alimenté moi une partie de ma réflexion sur un magazine papier qui sort en France, qui s'appelle Epsilon, avec le numéro 46 où il y a un dossier d'avril 2025 pour celles et ceux que ça intéressera, qui est justement sur la fin d'Internet, qui revient sur ces mêmes sujets, qui nous a servi de base. Bon, c'est sur une réflexion qu'on avait nous aussi. C'était intéressant, mais justement, ouais, peut-être que le retour, ce sera de s'envoyer des courriers papier et de se retrouver pour parler avec les gens. Et ça, j'y crois. Je pense qu'au retour du social et non pas l'informatique partout, puisqu'on voit aussi une fatigue. Si on fait le tour, ça peut être un sujet sur lequel on pourra revenir plus tard. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une fatigue justement des réseaux sociaux, il y a une fatigue du fake, il y a une fatigue du doom scrolling, etc. Ça, ce sont des aspects à prendre en compte aussi. Je ne désespère pas que l'humain se réveille et dise j'en ai un peu marre, vous savez quoi, on va retourner parler aux gens. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, puis se sortir de cette zone-là de manipulation des médias qui sont vraiment dans un contexte où ils nous droguent à la dopamine, c'est essentiellement ça qu'ils font, et de nous amener d'optimiser pour toujours susciter la dopamine. Donc, on est toujours en surcharge de dopamine, donc d'épuisement conséquemment. Comme n'importe quel abus de n'importe quelle drogue, il finit par avoir un épuisement physique associé à ce genre de choses-là. On le voit notamment par l'augmentation des dépressions, malheureusement l'augmentation des suicides aussi chez les adolescents, ce qui est en soi très triste comme résultat de ces éléments-là. Donc, de revenir à un contexte. C'est un sujet intéressant, que justement, comme disons, on va y revenir. On va y revenir. Ramenez-nous des questions, ramenez-nous des choses aussi, participer au débat, parce que je pense que c'est un débat social très important à avoir, parce que ça a des conséquences sur nous tous, et comment l'avenir va se propager. Et en ce sens, l'agent orange est un agent de chaos, donc un agent de changement.
Puis je pense qu'on doit bénéficier de cet agent-là, au-delà de l'aspect négatif que ça peut avoir, d'en faire quelque chose de positif pour tout le monde et de réfléchir tout ce qui devient devant nous et ce qui va forger notre. C'est un motto d'un écrivain connu en France qui s'appelle Camus qui dit: je ne choisis pas ce qu'on fait de ce qu'on m'a fait, mais je choisis ce que j'en fais. Donc on maîtrise pas Trump, mais on peut choisir ce qu'on fait de la situation. Merci. Merci à toi.